I'll speak French, but first I would like to welcome all of you to France, to Paris, and to the business school, l'École de Pont. Chers collègues, Monsieur le directeur de l'École des Ponts, Business School, Monsieur le président de la Fédération mondiale sur les études de prospective, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de me trouver aujourd'hui parmi vous. Et donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour leur invitation à la Commission nationale française pour l'UNESCO, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui en ma qualité de responsable du réseau français des chaires UNESCO, du réseau français des villes apprenantes et du programme de l'UNESCO sur la petite enfance. Alors, puisque j'ai mentionné la Commission nationale et que nous avons entendu notre collègue de l'UNESCO, quelques mots pour vous montrer la différence et la complémentarité entre les deux. La Commission nationale, comme vous savez, tous les 195 États membres de l'UNESCO ont une double représentation à l'UNESCO. Il y a d'abord la délégation permanente qui est la représentation officielle, diplomatique, présidée par un ambassadeur et lequel intervient officiellement au nom de son pays dans les grandes réunions statutaires de l'UNESCO. Notre ambassadeur de la France en ce moment est son Excellence, Monsieur Philippe Franc, puisque ces ambassadeurs ont tous le titre de son Excellence. À côté de la délégation permanente, il y a la Commission nationale qui représente la société civile. Elle a pour mission de servir d'interface entre l'UNESCO et son pays, c'est-à-dire de faire connaître, de diffuser dans le pays les priorités, les valeurs de l'UNESCO et inversement de faire remonter vers l'UNESCO les grandes activités, les politiques et les pratiques de notre pays. Voilà le schéma du travail que nous faisons en partenariat avec l'UNESCO. C'est ainsi que ces échanges entre l'UNESCO, la société civile, s'opèrent à travers tout un ensemble de réseaux qui constituent un maillage sur le territoire. Il y a le réseau des chaires UNESCO, il y a le réseau des villes apprenantes, le réseau des écoles associées au niveau primaire et secondaire. Les chaires UNESCO, c'est au niveau enseignement supérieur et recherche. Et il y a les clubs UNESCO au niveau simplement de la société civile, des ONG, etc. Donc, notre réseau français des chaires UNESCO compte 60 membres, dont la chaire que je salue est celle de l'École des Ponts Business School, pilotée par M. Alon Rosen et M. Caldan. M. Rosen, que j'ai eu le plaisir d'inviter à la Commission nationale il y a quelque temps, dans le cadre d'une table ronde sur la gouvernance des institutions d'enseignement supérieur. En effet, la Commission nationale organise des manifestations comme la vôtre aujourd'hui en partenariat avec l'UNESCO. Nous avons donc cette chaire, celle du professeur Rosen. Nous en avons une autre
qui se trouve à l'école de management de Poitiers, également sur votre thème, sur la prospection du futur dans le domaine du management. La prospection du futur. J'en viens à votre thème qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que professeur, mon champ de recherche, c'est toujours l'Angleterre du XVIIIe siècle, l'Angleterre des Lumières dans l'Europe des Lumières. Et j'ai eu l'immense plaisir de diriger 25 doctorants, 25 doctorats sur ce thème. Donc, je n'étais pas tout à fait compétente dans le domaine de la prospection du futur. Mais au fil des chaires, des projets de chaires que j'ai accompagnés dans leur candidature à l'UNESCO, je n'entre pas dans les détails, mais préparer sa candidature pour devenir chaire UNESCO, cela prend des mois pendant lesquels j'accompagne le porteur du projet, et même au-delà, comme vous voyez, il a eu l'amabilité de m'inviter parce que j'avais accompagné cette chaire pour obtenir le label UNESCO. Donc, au fil des candidatures que j'ai vu apparaître peu à peu le thème de la littératie du futur. Littératie du futur, qu'est-ce que ça veut dire? Et au XVIIIe siècle, on parlait peut-être du futur, bien sûr, mais on ne l'appelait pas comme ça. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée et j'ai vu combien est important, plus important que l'Angleterre des Lumières, votre recherche sur la prospection de l'avenir et du futur. En effet, pour revenir à notre XXe siècle, XXIe siècle, nous sommes confrontés à tant de défis. Les changements climatiques, les crises sanitaires. J'ai vécu avec l'UNESCO la crise du Covid qui a causé tant de dégâts dans le domaine de l'éducation. Mais il n'y a pas que ça. Les problèmes géopolitiques, les problèmes démographiques, les mouvements de population. Nous avons un monde extrêmement complexe. Et j'ai eu la chance et le grand plaisir d'écouter, d'accompagner Edgar Morin, que vous connaissez, ce grand philosophe sur la pensée complexe. Eh bien, c'est ce que vous étudiez, la pensée complexe pour l'avenir. Où allons-nous? Que faire? Mais pour savoir où l'on va, il faut déjà savoir d'où l'on vient. Donc, dans vos documents, j'ai vu que vous allez très justement travailler sur le passé, le présent et l'avenir. Comment faire? Je vous avais choisi comme concept celui de liminalité. Et là aussi, j'ai dû me renseigner, j'ai dû étudier. Mais c'est important. Mes souvenirs de latin me disaient que liminalité s'est formé sur le mot latin qui veut dire le seuil, l'entrée. Et c'est bien ça. Où aller au-delà de la situation actuelle? Quand? Comment? C'est ça vos études sur la prospective du futur. Et donc, je trouve que j'ai étudié un peu vos documents. Vous abordez un immense problème d'actualité ô combien. Devant tous ces enjeux auxquels nous sommes confrontés, j'ai oublié les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle avec sa double valeur positive et puis un peu inquiétante aussi. Nous avons aussi
tout un réseau de chaires sur l'intelligence artificielle. Donc, devant tous ces enjeux, eh bien, que faire et comment le faire? Je crois que nos certitudes vacillent. C'est une formule que je vous emprunte, elle n'est pas de moi. Mais dans vos documents, je l'ai trouvé, nos certitudes d'hier vacillent. Que devons-nous faire? L'UNESCO s'est penché sur ce problème. Je suis très attachée à l'UNESCO, bien sûr, depuis que je travaille avec la Commission française. L'UNESCO s'est penché dans le domaine qui est le mien, celui de l'éducation. Et elle a publié en 2015 un ouvrage qui a fait date et qui s'appelle « Repenser l'éducation ». Repenser l'éducation de demain. Quelle école? Quelle classe? Déjà, avec la crise du Covid, on a été obligé de développer les enseignements à distance, les fameux MOOC. On était tous un peu perdus, mais on a pris l'habitude et maintenant, il y a de plus en plus de MOOC. Donc, que faire? L'UNESCO s'est penché sur ce problème, pas seulement avec ce livre, mais nous avons organisé en novembre dernier la journée, le 30e anniversaire du réseau mondial des chaires UNESCO. Et nous avons posé le problème, quel enseignement supérieur pour demain? Quel enseignement supérieur à distance, en présentiel? Quel thème, quelle thématique? Vous voyez que nous sommes un peu perdus devant toutes ces interrogations. Heureusement qu'il y a des chercheurs, vous êtes tous là penchés sur le problème des études du futur. Donc, je vous souhaite encore bienvenue à Paris pour nous parler pendant les 3 jours à venir de ce thème et je lirai avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention les comptes rendus qui seront faits de vos travaux. Je vous souhaite donc une excellente conférence. C'est le 50e anniversaire de la Fédération mondiale et dans l'attente de ce rapport, eh bien, je ne veux pas abuser du temps qui m'a été imparti, je ne veux pas abuser de votre patience, donc je vous remercie tous de votre attention et à bientôt peut-être un jour à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Merci à tous. Thank you so much, Professor Emeritus Suzy Halimi. I do believe that this is actually a great reminder of actually at least 2 things. So I will not summarize what you've just said in French, but it actually is a good reminder of 2 things. One is about networks. Another one is about languages. So we have talked just earlier about how liminalities is also a great way for us to explore the limitations of our own thinking. And so those were some of the many examples as to why when you don't understand, you do need to put yourself in a position where you acknowledge the fact that you don't understand, but also the opportunity for you to actually explore and go further. That was actually a great introduction to that work. Around the idea of networks, just as a reminder, you know that this conference is taking place in person, but also online. And there's also sessions taking place not only in English, but also some taking place in Spanish or in different languages as well. So do not hesitate to also engage from a position of perhaps not fully understanding, but hopefully seeking understanding together.